Patrimoine, histoires insolites, lieux d'exception. Découvrez les escapades de Thomas sur les traces de Napoléon avec le département de Seine-et-Marne. Je ne suis pas historien, néanmoins, quelque chose me dit qu'on est dans la salle du trône. Ça y est, je suis prêt, chef de bataillon. Feu! À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, je vous invite à marcher sur les pas de l'empereur en Seine-et-Marne sur BFM Paris en partenariat avec Point de Vue. Bienvenue en Seine-et-Marne, à Fontainebleau, la vraie demeure des rois. François Ier, Henri IV, Louis XIV, Louis XV. Pendant des siècles, les plus grands souverains français en ont fait l'une de leurs résidences favorites. Après la Révolution, le château tombe en ruine. Mais un homme va lui redonner vie et en faire l'un des plus somptueux palais d'Europe. Cet homme, c'est Napoléon Ier. À la veille de son sacre en 1804, l'empereur ordonne de rénover Fontainebleau. En seulement 19 jours, l'immense palais est entièrement remeublé. Il va devenir le symbole de la toute-puissance de l'Empire. Oriane, vous m'attendiez pour un petit tour en barque. Tout à fait. Je vous préviens, je ne suis pas le meilleur rameur. C'est maintenant que vous me prévenez. Allez, on tente, on y va. Vous voulez de l'aide peut-être? Oh, ça va aller. Allez, on est parti. Oriane, quand on voit ce site exceptionnel, on se dit que le château de Fontainebleau était le décor de fêtes incroyables. Ah, mais Fontainebleau, depuis la Renaissance, est le lieu de fête par excellence. On y donne des spectacles, des bals, des banquets, des mascarades. Et sous le Premier Empire, eh bien, pas d'exception, la fête est de mise lors des séjours de l'empereur à Fontainebleau. C'est ici, au premier étage de cette ancienne auberge, que Napoléon a passé la nuit du 16 au 17 février. D'après une légende locale, c'est depuis le belvédère de Guignes que Napoléon aurait observé la bataille de Mormant, qui s'est déroulée à seulement quelques centaines de mètres d'ici. Ou bien était-ce depuis le clocher de cette église? Tiens, les combats viennent justement de débuter. Napoléon décide d'attaquer les Autrichiens le 17 février avant que les Prussiens n'arrivent en renfort. Sous la pression, les Autrichiens se replient vers le sud. Mais pendant leur retraite, les Français continuent de les harceler, provoquant la débandade dans les rangs adverses. J'ai pas rêvé. Il y avait bien quelqu'un. Je suis peut-être un peu trop en immersion, là. Il était comment, Napoléon, avec ses hommes? Alors, il était très proche de ses hommes. Ici, il y a une anecdote qui est très célèbre, puisque c'est un artilleur de formation. Il va donc retrouver ses premières amours, entre guillemets. Et on va s'inquiéter de ça, parce que les boulets arrivent dans cette direction, et les artilleurs et les officiers qui sont autour de lui vont avoir peur pour lui, et ils vont en fait lui demander de s'écarter. Et lui, il va répondre, eh bien non, parce que le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu. Partir sur les traces de Napoléon, c'est partir à la rencontre de passionnés qui font vivre le mythe napoléonien. Dans des lieux souvent insolites, méconnus et charmants, à l'image du château du Martret, à quelques kilomètres de Meaux, au nord de la Seine-et-Marne. Un petit château bâti au XVIIIe siècle où on cultive la mémoire de l'empereur et le souvenir de ceux qui l'ont servi. Je suis prêt, chef de bataillon. Très bien. Ce Charleville 1777 va compléter ton uniforme. Qu'est-ce que je porte, Laurent? Ben justement, des chaussures noires, réglementaires, les guêtres, le pantalon à pont, le gilet, la veste avec les boutons de ton régiment, représentant ton régiment. Tu n'as pas d'épaulettes car tu es un fusilier et tu portes un shako. C'était les escapades de Thomas en Seine-et-Marne sur les traces de Napoléon avec le département de Seine-et-Marne.